Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour, chers amis apprenants de la classe de 3e. Vous suivez actuellement les TD sur exploitation de documents en SVT. Vous savez bien qu'on a plusieurs types de documents et chaque document a sa manière de l'appréhender. Chaque document a sa manière de l'analyser, chaque document a sa manière de l'interpréter. Alors, nous avons par exemple des documents type données expérimentales, nous avons documents graphes, documents tests scientifiques, nous avons documents tableaux, nous avons documents schémas, ainsi de suite. Et chaque document, il y a une manière spéciale pour pouvoir l'analyser et l'interpréter. Nous allons ce matin essayer de nous exercer un peu sur quelques-uns de ces documents. Et je vous propose les documents que voici. Nous avons documents de type tableau et expérience ensemble. Nous avons aussi documents type expérience et puis graphe. Et on va essayer de faire le travail ensemble pour voir ce que cela va donner. Nous sommes avec un exercice de type partie 2. Et ça veut dire exploitation des documents. Nous ne pouvons pas commencer par exploiter les documents sans savoir ce pourquoi nous voulons exploiter les documents. Il est alors nécessaire de lire le contexte. Parce que le contexte, c'est une porte d'ouverture qui nous ouvre les yeux sur ce qu'on va faire, ce qu'on doit dire, sur quoi on doit travailler. Et déjà même avec le contexte, on a une idée de ce qu'on a à faire. On sait à peu près, ou bien on a une idée à peu près des documents qu'on peut nous proposer. Et c'est le cas ici. Ici, par exemple, nous sommes appelés, et le contexte nous dit que Afi veut aider sa grande sœur à comprendre la précocité de sa ménopause et donc l'origine de la ménopause qu'elle a eue si tôt. Et il s'est fait que la sœur a eu un problème au niveau de son cerveau, puisqu'on a parlé de lésion accidentelle du cerveau. Donc peut-être au cours d'un accident, il y a eu un choc et le cerveau ne fonctionne plus correctement. Donc comment est-ce que ce problème peut amener la sœur de Afi à ne plus avoir ces périodes, donc à atteindre la ménopause précocement? C'est sur ça que nous allons nous entretenir ce matin. Alors, donc j'ai déjà une idée à peu près, puisque je connais mon cours, on a fait le cours sur les relations entre les gonades et les autres organes de l'appareil génital. On a fait également le cours sur le cerveau, comment le cerveau intervient dans le fonctionnement de ces gonades-là. On a à peu près fait tout ça là en classe dans la SA3 qui est intitulée Reproduction humaine. C'est de ça qu'on va parler ici, c'est ces notions-là qu'on va utiliser pour pouvoir régler le problème qui est posé ici. Donc, j'ai les documents, les deux documents avec moi. Document 1, fait d'observation et expérience. Document 2, résultat d'expérience réalisé chez une souris femelle pubère. Et quand vous regardez tout ça là, vous descendez maintenant au niveau de la tâche. Le travail à faire. La tâche vous indique ce qu'on veut que vous fassiez lors de cet exercice-là. Ce que vous devez expliquer. À quoi l'exploitation de chaque document va vous amener à quoi l'exploitation de ces documents vont vous amener à aboutir. C'est ça la tâche. Et la tâche est ici. Quand vous lisez toute votre épreuve, vous devez d'abord identifier la tâche, la position de la tâche, ce que la tâche veut de vous. Alors ici, on dit aide Afi à éclairer sa soeur sur l'origine de la précocité de sa ménopause. Ça, c'est la tâche. Et lorsque la tâche est un peu complexe, à votre niveau, on essaie de démultiplier en de petites consignes pour vous aider. Et c'est ces consignes que vous allez suivre pour pouvoir régler le problème. Alors, nous allons essayer de faire ce travail-là rapidement pour voir ce que ça va donner.
juste pour ne pas désapprendre. Ici, nous avons comme tâche éclairer la sœur de Afi sur l'origine de sa précocité. Et puis, pour être plus clair, on regarde dans le contexte, c'est pour expliquer à la sœur d'Afi comment est-ce que les lésions observées au niveau de son cerveau peuvent maintenant être responsables de la précocité de sa ménopause du moins. Alors, on va démarrer. Donc, j'écris partie de Pour démarrer, tu dois mettre la tâche. Tu dois mettre la tâche pour que le correcteur ou mes lecteurs sachent que je suis en train de régler tel ou tel autre problème. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de transcrire la tâche de manière spécifique. On peut transcrire la tâche sous forme de question ou sous forme affirmative. Alors, on va essayer avec la forme questionnaire. Si je m'attiens à la tâche, je peux dire quelle est l'origine de la précocité de la ménopause de la sœur de Afi. Simplement, je peux dire ça comme ça. Et si je suis très très bon, je peux revenir rapidement ici pour dire comment est-ce que la lésion accidentelle du cerveau de la fille peut être, de la sœur de la fille peut être à l'origine de la précocité de sa ménopause. Alors, on va travailler simplement à partir de la tâche qui est ici. Donc, on va écrire quelle est l'origine de la précocité de la ménopause chez la sœur de Afi. Alors, j'ai posé le problème sous forme questionnaire. D'autres pourraient dire il s'agit d'éclairer ou d'aider Afi à éclairer sa sœur sur l'origine de la précocité de sa ménopause. On ne va pas dire non, on ne va pas dire que c'est faux, c'est aussi une manière de faire. On va accepter, c'est acceptable. Alors, quand le problème est posé, lorsque le problème est posé, on peut maintenant commencer par faire le travail. On va commencer par suivre les indications qu'on nous a données ici. Les indications qu'on nous a données, on va commencer par les suivre pour pouvoir régler le problème, pour pouvoir résoudre le grand problème qui est posé en haut ici. Alors, la première indication, c'est déduire du document 1 le lien fonctionnel entre le cerveau et les ovaires. Déduire du document 1 le lien fonctionnel entre le cerveau et les ovaires. Alors, je vais voir le document 1, puisqu'on veut que j'exploite le document 1 pour faire le travail. Donc, c'est le document 1 qui est mon problème. Alors, avant d'exploiter le document, il faut que je le présente d'abord. Donc, je vais d'abord présenter le document 1 avant de pouvoir prendre des informations à son niveau. Quand je présente le document 1 présente les faits d'observation et des expériences. Alors, j'ai présenté le document. Donc, il me reste à commencer par faire quoi? À prendre des informations du document, à analyser chaque information, donc de faire parler le document en un mot. Donc, je vais faire parler le document, c'est comme ça on fait en SVT. Faire parler chaque document pour pouvoir lui extraire des informations nécessaires pour expliquer le problème. Donc, je vais faire parler ce document que j'ai ici, qui est à la fois document de type données expérimentales et tableau. Donc, lire un tableau, je dois savoir lire un tableau et au même moment exploiter des expériences. Le tableau qui est ici, je regarde la première ligne, on a inscrit numéro, observation ou expérience, résultat. Donc pour lire, je dois lire ça comme ceci. Je ne dois pas lire verticalement. Si je lisais ça verticalement, je ne pourrais pas avoir d'informations fiables. Je vais faire des mauvaises collectes.
je ne mets pas des collectes pertinentes. Alors, donc, si je lis comme ceci, tu vas remarquer que le premier fait d'observation me montre que chez une jeune souris femelle témoin, on a les ovaires qui se développent et fonctionnent normalement. Quand on vient chez une jeune souris femelle, mais atteinte d'une tumeur au cerveau, on voit que les ovaires s'hypertrophient et ne fonctionnent pas. Déjà, tu vois qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ces deux animaux-là. La première souris, qui est le témoin, qui n'a aucun problème, a ses ovaires qui fonctionnent. Mais l'autre, qui est atteint de tumeur au niveau du cerveau, a des problèmes au niveau de ses ovaires. Déjà, je peux déjà voir un lien entre les deux là. Je vois déjà qu'il y a un fait pertinent qui est là, que je peux prendre. Je continue. Troisième fait d'observation ou expérience, jeune souris femelle atteinte d'une tumeur au cerveau, mais recevant des stress cérébraux par voie veineuse. C'est comme ceci. La jeune femelle est comme au niveau de l'expérience 2, mais ici, la différence est qu'on lui a injecté des extraits cérébraux. Et quel est le résultat qu'on observe? On observe que les ovaires se développent et fonctionnent maintenant normalement. Donc, il y a une différence entre les faits expérimentaux et on observe aussi une différence au niveau des résultats. Tu vois dire aussi qu'il y a une pertinence que je vais faire sortir. Au niveau de l'expérience 4 aussi, on dit quoi? On arrête les injections à la souris femelle atteinte de tumeur. Donc, ce qu'on faisait ici, on a arrêté. Et quel résultat on observe? On voit que les ovaires maintenant cessent de se développer et ne fonctionnent non plus. Donc, c'est comme ça que j'analyse, je lis le tableau, j'analyse les expériences pour pouvoir faire sortir les éléments qu'il me faut et pouvoir faire la déduction, pouvoir répondre à cette indication. Pouvoir respecter cette indication. Alors, on va procéder. Alors, il y a un autre problème. Lorsque vous avez une série d'expériences comme ça, il faut beaucoup attention pour voir les expériences qui vont de pair. Les expériences qui peuvent aller de pair, qui peuvent aboutir à une même déduction, à une même conclusion. Ces expériences-là, je dois les mettre ensemble. Sinon, je serai obligé de faire une répétition de déduction, ce qui ne serait pas bien, ce qui ne va pas rendre mon travail cohérent. Donc, je vais voir rapidement quelles sont les expériences qui peuvent aller de pair ici. Est-ce qu'il y a des expériences que je peux mettre, je peux associer ensemble pour pouvoir faire une seule déduction. Je regarde l'expérience 1 qui parle de témoin. Bon, donc ces témoins, il n'y a rien là qui est pertinent, mais on va utiliser et comparer ça aux autres pour pouvoir faire la déduction. Je parle 1, le 2, je vois la même souris, mais atteinte de tumeur, qui est un peu différente de l'autre et qui donne un autre résultat. Donc, je prends les deux là, je peux tirer maintenant une conclusion. Puisque les deux faits ne me donnent pas les mêmes résultats. Le 3, c'est toujours atteint de tumeur, mais à ce niveau-là, on a injecté des hormones. On voit que le fonctionnement a changé. Le 4, quand on arrête, on voit qu'il y a aussi différence au niveau du fonctionnement. Donc, je peux prendre le 3 et le 4 ensemble, le 2 et le 1 ensemble pour pouvoir faire mon travail, pour pouvoir trouver déjà deux déductions différentes. Sinon, quand je prends individuellement, je vais faire des déductions qui vont être répétitives. Alors, on va commencer. Les expériences 1 et 2. Montrent que la jeune souris femelle a ses ovaires fonctionnels. Tandis que la souris femelle atteinte de tumeur au cerveau a des ovaires
hypotrophiés et ne fonctionnant pas, ou bien non fonctionnels, j'ai fait collecte d'informations. J'ai collecté les informations pour les 2 premières expériences. Alors, je peux faire une déduction, puisque je vois que les 2 résultats ne sont pas les mêmes. Puisqu'on a changé légèrement les faits expérimentaux, on voit que les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, on peut tirer une conclusion. Alors, on peut se demander pourquoi au niveau de la 2e expérience, les ovaires ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui a manqué là? Qu'est-ce qui a fait le problème là? C'est alors la tumeur. Puisque la seule différence entre les 2 faits expérimentaux, c'est la présence de tumeur. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que quoi? Que c'est la présence de tumeur qui est responsable du non-fonctionnement. Et puis, on peut pas tirer une conclusion sur l'expérience même. La conclusion se tire chez l'individu normal, dont on viendra dire que quoi? Le cerveau commande alors le fonctionnement des ovaires. Puisque ici, il y a fonctionnement. Il y a un bon fonctionnement, un bon développement. Mais ici, dès que le cerveau a un problème, il n'y a plus de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est le cerveau alors qui commande, qui contrôle le fonctionnement correct des ovaires. Et c'est cela qu'on va prendre comme conclusion. Donc, on en déduit que le cerveau commande le développement et le bon fonctionnement des ovaires. Bien, le cerveau c'est dans la tête, les ovaires c'est dans le bas-ventre. Donc, on peut quitter la tête pour venir agir sur les ovaires. C'est ça qu'on va peut-être voir au niveau des expériences qui suivent. Donc, analysant les expériences déjà, on fait travers la tête déjà pour voir le lien. Donc, ce qui va suivre, on sait déjà, on imagine déjà à peu près. Alors, ici, venons voir. On a dit qu'à la jeune femelle atteinte de tumeur, maintenant, on injecte des hormones. Donc, je dis hormones, on injecte des extraits cérébraux. Et quand on dit extrait, c'est toujours hormone. Puisqu'on a pressé le cerveau et c'est le liquide qui est sorti qu'on a pris maintenant pour injecter à la femelle. Donc, c'est déjà des hormones. Alors, donc on injecte ça par voie veineuse, donc injection par voie sanguine. Et on voit que les ovaires maintenant ne vont pas fonctionner. La tumeur est là. Mais les ovaires fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'on a injecté des substances qui quittent le cerveau. Ça veut dire que le cerveau agit déjà sur les ovaires en produisant des substances. Ce sont des substances-là qui quittent le cerveau et qui descendent vers les ovaires et certainement par voie sanguine, puisqu'on a dit par voie veineuse. Donc c'est le sang qui parle au niveau du cerveau-là, qui trimballe tous ces hormones-là et amène au niveau des ovaires pour pouvoir permettre leur bon fonctionnement. On peut déjà tirer une conclusion ici. Maintenant, ce qui suit, si il y a une conclusion ici, ce qui suit aussi, je vais répéter la même conclusion. Puisqu'on a dit, lorsqu'on arrête les injections, que le fonctionnement cesse. Donc, je vais encore répéter la même chose. Pour ça, je vais mettre les deux là ensemble pour ne pas répéter la même chose. Donc, je mets les deux expériences ensemble pour pouvoir tirer une seule conclusion, puisque c'est la même conclusion qu'on va aboutir. Alors, donc, les expériences 3 et 4. Révèlent que l'injection d'extraits cérébraux à une souris femelle atteinte de tumeur au cerveau entraîne
un bon développement et fonctionnement des ovaires. Mais lorsqu'on arrête ces injections, cette injection, les ovaires cessent de fonctionner. Alors, on tire notre conclusion qu'on avait déjà trouvée depuis ici, déjà pas d'ici, on a déjà trouvé la conclusion, on va tirer, on va dire alors que quoi? Que les ovaires qui commandaient ici, et quand je dis les ovaires, le cerveau qui commandait les ovaires ici, faisait ce contrôle par l'intermédiaire des hormones, donc par voie hormonale. Donc on va dire que quoi? On en déduit que le cerveau contrôle le développement et le fonctionnement des ovaires. Par l'intermédiaire des hormones. Par l'intermédiaire des hormones. Voilà. Alors, on va voir si on a pu répondre déjà à notre première indication qui est dit, on dit déduit du document 1, le lien fonctionnel entre le cerveau et les ovaires. Alors, ici on a vu que le cerveau commande les ovaires. On a vu que ce contrôle se fait par l'intermédiaire des hormones, donc par voie hormonale. Donc, si on veut essayer de répondre encore à ça, on peut dire simplement que il y a un lien hormonal entre le cerveau et les ovaires. Donc, le cerveau exerce un contrôle hormonal sur les ovaires. Donc, on a déjà trouvé la réponse à travers les deux déductions. Donc, ce n'est plus la peine de chercher à répondre encore. Si la réponse n'était pas trouvée, si on a fait les déductions, mais qui n'ont pas donné la réponse à l'indication, on peut essayer maintenant de prendre les déductions pour pouvoir formuler la réponse à cette indication-là. Mais puis l'indication est déjà répondue, alors on continue sur l'indication suivante. Et c'est comme ça qu'on va procéder jusqu'à finir tout le travail. Alors, on poursuit le travail. Ensuite, l'indication suivante, on dit dégâts du document 2, la relation entre les ovaires et les règles. La relation entre les ovaires et les règles. Déjà avec mon cours sur la QR2, plus précisément séquence 2, on sait qu'il y a un lien entre les ovaires et l'utérus. On sait également que les règles proviennent de la destruction de la muqueuse utérine. Donc, déjà, il y a un lien entre ovaires et les règles. C'est ce lien-là qu'on veut qu'on sorte à travers ce document que voici. C'est bon? Alors, on va présenter, comme d'habitude, on va présenter le document, puis on veut l'utiliser pour la première fois. Donc, lorsqu'on veut utiliser un document pour la première fois, on est obligé de le présenter d'abord avant de pouvoir lui prendre les informations ou bien de le faire parler. Et c'est ce qu'on va faire. On va présenter le document 2. Le document 2 est intitulé « Résultats d'expériences réalisées chez une souris femelle pubère ». Alors, on va écrire le document 2. Présente les résultats d'expériences réalisées sur une souris femelle pubère.
Bien. Donc, c'est après ce document maintenant qu'on va faire le travail. Nous avons une expérience, le document pas d'expérience, donc on a une expérience, mais qui se présente souvent de graphes. Donc ici, on va devoir apprendre aussi à exploiter un graphe. Comment on exploite un graphe? Quand on est devant un graphe, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour pouvoir faire parler le graphe, pour analyser le graphe? Et c'est cela qu'on va essayer de faire ici. Alors, lorsque j'ai un graphe, je regarde d'abord les axes. Les axes dans lesquels se trouve le graphe. Le graphe, c'est cette courbe-là qu'on appelle le graphe. Alors, la courbe se trouve entre deux axes, donc dans un système de deux axes. L'ordonnée et l'abscisse. Je regarde ce que l'ordonnée porte. L'ordonnée porte la masse de l'utérus en milligrammes. Donc tout ce qui est ici, c'est la masse de l'utérus. Et en abscisse, j'ai le temps. J'ai le temps, mais ce n'est pas terminé. On m'a mis encore des choses au niveau de l'abscisse. Quand on dispose des trucs comme ça, ces éléments aussi là interviennent dans la variation du graphe. Je dois tenir compte de ces variations-là, de ces paramètres-là aussi pour pouvoir faire le travail. Si je dis seulement le temps, je ne peux pas avoir des informations fiables. Alors, donc, les vrais paramètres qu'on va utiliser, c'est ce qu'on a inscrit ici, ovariectomie, qui veut dire ablation. Ovariectomie plus injection d'œstrogène, donc on a procédé à une ovariectomie et puis on a injecté des ovaires, des œstrogènes pour voir ce que cela va engendrer. Donc, on a le graphe. Donc, le graphe, là, maintenant, traduit quoi? La variation de la masse de l'utérus en fonction des faits expérimentaux, donc en fonction des expériences réalisées. Puis, ce sont des expériences qui sont là. Les expériences réalisées là, ovariectomie, ablation des ovaires, donc c'est une expérience. Ablation plus injection d'œstrogène, c'est aussi une expérience. Donc, le graphe traduit ces variations-là et on va suivre ces variations qu'on va faire maintenant traduire pour pouvoir régler le problème. Alors, j'ai le graphe qui n'a pas un seul aspect. Donc, là, je vais suivre d'abord ces variations. Je vais faire parler de ces variations d'abord avant de pouvoir l'exploiter. Donc, sur mon brouillon, bien, je prends mon crayon et déjà, je vais scinder le graphe en ces différentes variations. Quelles sont les différentes variations que je vois au niveau du graphe? C'est cela qui serait le travail qu'on va faire pour pouvoir exploiter un graphique. Quand le travail serait bien fait, tout le reste là, c'est écrit simplement. Alors, je vois qu'à partir d'un niveau à un autre, le graphe descend. Donc, je ne vais pas dire que le graphe décroît, non. Je vais dire quoi? Que la masse de l'utérus, plutôt le graphe, là, ce qui est ici, traduit la masse de l'utérus. Je vais dire la masse de l'utérus diminue. Mais à un niveau donné, je vois que la masse de l'utérus là augmente. Avant de maintenant, à un autre niveau, commencer par rester constant. Donc, je dois faire parler tous ces éléments-là dans mon travail. Alors, pour ça, je vais découper mon graphe. Alors, je pense que à ce niveau-là, j'ai une partie descendante. J'ai une partie descendante qui correspond au moment où on a effectué l'ovariectomie. Donc, la durée de l'ovariectomie. Tout le temps que l'ovariectomie a duré, a passé au niveau de l'animal. Donc, c'est ce temps-là, pendant ce temps-là qu'on a observé une diminution de la masse de l'utérus. Donc, je fais rapidement, mais j'ai ici une descente. Donc, une diminution. Diminution. Et je mets là. Après, je vois que le graphe augmente encore. Donc, le graphe montre une augmentation. Donc, la masse de l'utérus augmente. Augmente jusqu'à un niveau donné. À quel niveau? À ce niveau. Et ce niveau correspond au moment où on a fait des injections à l'animal. Donc, j'ai une partie ascendante. Donc, qui correspond à une augmentation alors. La masse de l'utérus augmente ici. Et ce côté-là, je vois que quoi? La masse reste constante. Où on ne fait pratiquement rien, on n'a plus rien effectué.
Alors, donc, pour parler réellement, je vais tenir compte de ces deux endroits-là où on a effectué des expériences. Ce sont les résultats-là que j'ai. Donc, l'expérience réalisée ici a pour résultat cette chute. L'expérience réalisée à ce niveau-là a pour résultat l'augmentation de mon graphe. Je vais maintenant rendre compte des résultats des expériences réalisées. Et c'est cela qu'on va faire rapidement. Bien. Alors, donc, d'une partie, de cette partie, où on a observé une ovariectomie, je vais dire que l'ovariectomie entraîne une diminution de la masse de l'utérus. L'ovariectomie entraîne une diminution de la masse de l'utérus. Donc, j'ai moi-même commencé par décrire l'expérience réalisée. Décrire l'expérience réalisée. Alors, donc, l'ovariectomie entraîne une diminution. Je peux déjà faire une conclusion là. J'ai aussi une conclusion à dégager là. Ici, je vois que l'ovariectomie, mais ajouté à des injections d'œstrogène, entraîne une augmentation de la masse. J'ai aussi une déduction à effectuer là. Et avec ces deux-là, je peux maintenant répondre à l'indication qui est dégager la relation entre les ovaires et les règles. C'est mon travail. Bien, je commence avec la première partie de mon graphe. Alors, donc l'analyse, je veux déjà dire rapidement que le graphe du document, puisque j'ai un graphe, le graphe du document traduit la variation de la masse de l'utérus en fonction des expériences réalisées. Je ne vais pas dire en fonction du temps, puisque ce n'est pas le temps qui est le paramètre qui fait varier la masse. Ce n'est pas le temps, c'est le travail effectué. Donc, ce sont les faits expérimentaux qui font varier la masse de l'utérus. Donc, je vais m'appesantir sur la masse, sur les faits expérimentaux et non sur le temps. Pour ça, alors, je vais remarquer que au cours de l'ovariectomie, donc, je vais dire, en effet, l'ovariectomie réalisée sur la souris pubère, souris femelle pubère, entraîne une diminution de la masse de l'utérus qui passe. Alors, je vais relever quelques informations, quelques chiffres pour voir justifier ce que je suis en train de dire. Donc, qui passe de 40 mg à environ 10. Donc, à 10 mg. À 10 mg. Alors, je vais déduire, puisqu'il y a un fait et il y a un résultat pertinent. On va déduire alors pourquoi? On a déduit que les ovaires, puisqu'on a enlevé les ovaires et on a observé une perturbation au niveau de l'utérus.
C'est les ovaires qu'on a enlevés et il y a un problème au niveau de l'utérus. Donc ça veut dire que les ovaires sont en lien avec l'utérus. Les ovaires contrôlent l'utérus. Les ovaires ont une action sur l'utérus. Donc on va dire que les ovaires sont responsables du développement, puisqu'il s'agit de la masse, du développement de l'utérus. De l'utérus, on peut mettre muqueuse utérine, donc de la muqueuse utérine. Alors, j'ai trouvé cette déduction parce que c'est très simple, tout le monde a compris que les ovaires qu'on a enlevés et il y a un problème au niveau de l'utérus. Donc, pourquoi la masse a chuté? La masse a chuté parce qu'on a enlevé les ovaires. Donc, en réalité, chez l'individu normal, ce sont les ovaires qui permettent le bon fonctionnement, le maintien de la masse, sinon le développement de l'utérus. C'est pourquoi on est arrivé à cette déduction, ce qui est très simple. Deuxième partie de mon graphe, c'est la partie où on a fait ovariectomie, mais suivie de injection. Alors, on a déjà dit qu'ici, il y a une partie ascendante, donc il y a une augmentation de la masse. Donc, on va dire que quoi? L'ovariectomie. L'ovariectomie suivie d'injection d'estrogène entraîne l'augmentation de la masse de l'utérus qui passe de 10 mg à 40 environ. À 40 mg environ. Alors, ovariectomie, on connaît, ça faisait diminuer, ça faisait chuter la masse. Maintenant, on a fait suivi d'injection et on voit qu'il y a un autre résultat. Ce qui montre que c'est l'injection qui fait le travail. Or, si les injections ne font pas d'injection, donc ce qui se passe, ça veut dire que c'est les ovaires qui sécrètent les œstrogènes pour agir, pour permettre le développement de la muqueuse utérine. Donc, on va déduire simplement que le travail qu'il fait ici, entre ovaires et utérus, qu'on a découvert, on a dit, les ovaires sont responsables du développement de l'utérus. Ce développement, ou bien ce contrôle est alors, ou bien se fait alors par l'intermédiaire des œstrogènes, qui sont des hormones. Donc, on va déduire que quoi? Que on en déduit que les ovaires contrôlent l'utérus grâce à leurs œstrogènes. Mais grâce aux œstrogènes qui sécrètent. Grâce aux œstrogènes qu'ils sécrètent. Voilà les deux déductions qu'on peut avoir à partir de ce document que voici. Alors, on va voir si ça répond, si les deux déductions-là répondent déjà au problème posé ici, à l'indication qu'on a ici. On a dit dégage la relation entre les ovaires et les règles. Nous, on a trouvé relation entre ovaires et utérus. Et on sait que les règles proviennent de la destruction de la muqueuse utérine. Donc, il y a un lien entre règles et utérus. Ce qui veut dire que quoi? Il y a alors un lien entre ovaires et règles. Donc, on va rendre ça plus clair. Donc, il a résolu que les ovaires sont responsables de l'apparition des règles par voie hormonale.
On va dire, il en résulte, pour répondre à l'indication correctement, il en résulte que les ovaires sont responsables de l'apparition des règles, de l'apparition des règles par voie hormonale. Par voie hormonale. Bien. Alors, on a répondu à ces deux premières indications. Il reste la dernière indication qui est alors l'explication. On va expliquer. Et là, on n'a plus besoin de documents. On a fini avec les documents. Donc, on va mettre en relation tout ce qu'on a eu comme information, tout ce qu'on a eu comme déduction. On va mettre ça en relation pour pouvoir expliquer le problème posé. On va mettre des liens, on va tirer des liens entre les déductions pour expliquer le problème auquel on est confronté depuis le début. Alors, donc, on va faire la mise en relation. On dit, explique enfin comment la lésion cérébrale peut provoquer l'arrêt des menstruations. Alors, on va écrire la mise en relation. Des informations collectées, des documents, nous permet d'expliquer que. Alors, on a vu avec le document 1 que le cerveau commande les ovaires. Ça, c'est un point. Cerveau commande ovaires. Grâce à hormones. Donc, on a dit qu'il y a des hormones que le cerveau sécrète pour agir sur les ovaires. C'est ce qu'on a vu dans le document 1. Document 2, maintenant, on voit que les ovaires, maintenant, commandent les règles. Toujours grâce aux hormones. Alors, c'est ce lien-là que j'ai décrit pour pouvoir expliquer à la sœur de la fille que le problème qu'elle a au cerveau, c'est ça qu'elle ressemble de l'arrêt de ses menstruations, donc de la ménopause précoce qu'elle a observée. Alors, donc on va faire, donc expliquer que le cerveau commande le fonctionnement des ovaires par voie hormonale. Les ovaires à leur tour, commandent les règles, commandent l'apparition des règles, en permettant le développement de la muqueuse utérine. Développement de la muqueuse utérine. Par voie hormonale. Ainsi, donc on peut répondre au problème de AFI. Ainsi, la lésion de certaines parties du cerveau
du cerveau. Peut empêcher le fonctionnement des ovaires. Et par conséquent, l'arrêt des menstrues. Voilà ce qu'on peut rapidement voir avec cet exercice-là. Vous expliquez déjà à la sœur de la fille que certaines parties de son cerveau, lorsque ces parties sont touchées ou bien ne fonctionnent plus, ça peut empêcher la production des hormones qui doivent agir sur les ovaires. Lorsque ces hormones ne sont pas produits, alors les ovaires ne peuvent plus fonctionner. Les ovaires alors ne peuvent plus produire leurs hormones qui vont agir sur l'utérus pour permettre le développement de la micro-utérine qui va engendrer l'apparition des règles. Donc, il va se poser problème, ce qui peut expliquer alors l'arrêt de ces menstruations. Donc, c'est clair que la lésion est responsable de l'arrêt précoce des menstrues, donc de la ménopause dont elle souffre. Voilà ce qu'on peut expliquer aujourd'hui rapidement avec cet exercice-là. Donc, au cours de cet exercice, nous avons revu l'exploitation de certains documents types. Certains documents types qui sont les expériences, le tableau, et puis les graphes. Je ne dis pas que vous ne sachiez pas faire avant. C'est juste une révision. On a revu les choses pour ne pas perdre la main pendant ce temps de confinement. C'est pour cela que nous sommes en train de faire ce travail-là. Donc, reprenez, revoyez d'autres exercices de type comme ça pour pouvoir toujours avoir la main. Pour ne pas perdre la main à la reprise. À la reprise, le travail va être très rapide. On n'aura plus beaucoup de temps. Donc, ne perdez pas le temps avec le confinement. Utilisez le confinement à profit. Mettez ça à profit pour pouvoir faire le travail nécessaire à la maison. Et sur ça, je vais vous laisser et on va se donner rendez-vous très très prochainement pour la suite de notre programme. Chaque fois que je viens, on va traiter un exercice. On va revoir les choses, et ce type partie 1 aussi, pour voir comment il faut agencer plusieurs séquences, plusieurs activités pour élaborer une explication à un fait biologique, à un fait de vie, à un problème de vie pour pouvoir être toujours meilleur en SVT. SVT, c'est une matière très simple, mais il faut toujours faire des exercices pour pouvoir s'en sortir, puisqu'il s'agit des sciences. Et les sciences sans exercice ne sont pas sciences. Je vous remercie et à la prochaine.